Eh bien, vous le savez, tous les 15 jours, je suis heureux de recevoir Elisabeth Sens qui est avec nous. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Guillaume. Ça va bien ? Bien, très très bien. Bon, est-ce que tu t'es bien reposé durant ces derniers jours ? Oui, tu sais, moi j'ai un petit nuage. Pas de maître de méditation rencontré il n'y a pas longtemps, parce que la dernière fois tu étais un petit peu... Mon maître intérieur. Oui, ton maître intérieur. Bon, nouvelle émission ce soir avec un thème bien particulier. Tu me l'as dit tout à l'heure avant que tu arrives dans les studios de la radio et que tu t'installes. Les enfants indigos, c'est ça dont il s'agit ce soir ? Oui, c'est un sujet très précieux ce soir. Les enfants indigos, certes, je vais développer sur cette particularité, mais surtout les enfants en général et les enfants nouvelle génération. Ouais. Ouais. Donc, comment ça va se passer ? Est-ce que tu as un fil conducteur, j'imagine déjà un petit peu établi au fil de l'émission, en sachant que les auditeurs peuvent éventuellement intervenir. Alors, soit par téléphone, vous le savez, 0320 83 57 57. Et si vous n'êtes pas trop chaud pour passer sur antenne, on peut le comprendre aussi, il y a toujours un petit peu d'appréhension. Rien de plus simple, vous nous envoyez un petit SMS si vous vous sentez concerné au 06 62 39 29 03. C'est le numéro d'Elisabeth qui va tout de suite d'ailleurs répondre à une question qui nous avait été posée il y a 15 jours justement et dont on n'avait pas eu le temps forcément. On peut démarrer par ça. Oui, écoute, c'est comme tu veux. Allez. Alors, donc il y avait une auditrice qui m'avait envoyé un SMS qui me demandait, parce qu'on avait développé les qualités de Vénus dans le thème donc, qui était le symbole de transmission des valeurs, comment on vivait l'amour, et elle me demandait, et la lune dans tout ça. Alors la lune dans le thème de naissance, ce sont nos besoins émotionnels. La Vénus, ce sont nos valeurs, ce qu'on transmet en termes de valeurs d'amour. D'accord. Et la lune, ce sont nos besoins de sécurité affective. Donc c'est vraiment ce qui nous met dans une espèce de sérénité intérieure. Donc là où est la lune, c'est ce dont on a besoin pour être en équilibre intérieur. Voilà. Très bien. Voilà, on espère avoir répondu convenablement à l'auditrice qui nous avait contacté en fin d'émission. Et voilà, c'était un petit peu short pour répondre. Mais bon, alors ce soir, autre sujet. Tu as posté une petite photo sur le Facebook de Galaxy. Si vous êtes dans le groupe, eh bien allez faire un petit tour. Vous lirez un petit peu ce qui est mis. Et c'est justement le sujet de ce soir. Donc ça comprend pas mal de choses assez intéressantes, j'ai envie de dire. Alors oui, j'ai présenté l'émission avec un très joli poème qui explique que les enfants ne nous appartiennent pas. Donc le fil conducteur de ce soir, c'est bien de prendre conscience que les enfants nous sont offerts, traversent notre vie, mais c'est en aucun cas nos objets ou nos possessions. C'est les âmes qu'il nous faut guider. Donc ce n'est pas à nous. Non. C'est assez intéressant. Il y en a beaucoup qui vont être surpris par rapport à tout ça, vu que après, moi personnellement, je ne suis pas encore père de famille, mais ceux qui ont des enfants, c'est pas forcément, c'est un petit peu dur à entendre au final. Non, bien au contraire. De toute façon, ça parle d'amour. Quand je parle d'amour inconditionnel dans le couple, on est aussi censé expérimenter l'amour inconditionnel au travers de nos enfants. D'ailleurs, c'est la façon la plus facile d'y arriver, je dirais. D'accord. Parce que nos enfants, naturellement, ils sont tellement... ils nous touchent tellement profondément que forcément, on est plus facilement guidé vers cet amour inconditionnel parce qu'on leur pardonne tout naturellement parce que ce sont nos enfants. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que nos enfants sont bien nos guides, nos guides d'incarnation. Ce sont les petites âmes qui sont là pour nous éveiller parce que ce sont les générations neuves. Et forcément, une génération neuve n'a rien à apprendre d'une génération ancienne. Ouais. Donc nous sommes vraiment là pour leur apporter cette espèce de confort affectif, de cet amour, de cette protection d'amour, de cette sécurité affective, de cet équilibre dans un foyer où l'amour circule. Et c'est vraiment notre seul véritable devoir. Notre devoir en tant que parents, c'est vraiment de les aimer et de leur donner accès à leur nature profonde. Donc c'est vraiment mon fer de bataille parce que à tous les niveaux et sur tous les plans, mon message, c'est celui-là. C'est qu'en tant qu'adulte, il faut aller connecter sa nature profonde et forcément, quand on a des enfants, il faut les aider dès le plus jeune âge à connecter leur véritable nature. D'accord. Parce que malheureusement, on commence déjà à être conditionné dès en au monde si on n'est pas conscient de tout ça. Donc c'est le sujet que je vais développer ce soir. Très bien. Parce que en ce moment, on est tous d'accord qu'on est dans un monde en plein changement. La crise de conscience touche tous nos repères, tout est mis à sac. Alors, nous devons réinventer notre façon de nous unir, de vivre en couple. C'est le sujet précédent. Nous devons réinventer notre façon d'envisager notre vie, nos idées, nos concepts. Notre façon de vivre la famille aussi, parce qu'il y a beaucoup de divorces, beaucoup de familles reconstituées, etc. Tout ça, c'est une manière nouvelle dont il faut aborder
faut ouvrir en fait, ouvrir la conscience, etc. Tout est bouleversé, en pleine déconstruction. Alors tous les anciens schémas sont mis à sac. Alors le sujet de ce soir, je le répète, c'est vraiment la perception de ces enfants du nouveau monde que j'appelle, que je développerai sur le qu'est-ce qu'un enfant indigo. Donc vraiment réapprendre à voir nos enfants sous un œil neuf et non plus sur les repères anciens. Parce que les âmes, les enfants qui naissent actuellement, donc maintenant il y a quasiment plus de 90% de ces enfants indigos qui naissent. Il y en avait moins dans les générations précédentes, encore moins plus on remonte dans le temps, mais maintenant c'est monnaie courante. Il est à 90% du temps maintenant les bébés qui arrivent sont des bébés du nouveau monde, donc des bébés avec une conscience élargie, donc forcément qui a beaucoup de mal en grandissant à s'adapter à un système qui fonctionne encore sur les anciens schémas. Donc c'est pour ça que je voulais développer ça ce soir par rapport à qu'est-ce qu'on appelle quand on dit enfants indigos. Alors comme ils sont de plus en plus nombreux, il y a beaucoup d'ouvrages, je donnerai des conseils littéraires d'ailleurs par rapport à ça, oui, parce qu'il y a vraiment des choses très intéressantes à comprendre. Ce sont des enfants quelque part surdoués de la vie. D'accord. Ce sont des enfants qu'on peut classer quand on n'a pas conscience de cette espèce d'enfants beaucoup plus connectés qu'auparavant. On peut les classer comme des enfants dyslexiques, ou on peut les classer comme des enfants indisciplinés, ou en difficulté de concentration, ou hyperactifs. En tout cas, on les étiquette mal aujourd'hui dans le contexte scolaire, mais aussi dans le contexte familial, parce que ce sont un petit peu des enfants qui dérangent parce qu'ils sont venus effectivement nous guider, et parfois ils nous guident dans une façon d'être qui correspond pas à nos attentes. Alors qu'est-ce qu'on cherche à faire nous, dans notre façon d'aborder notre rôle de parent? Alors forcément, on se sent responsable de leur bonheur. Bien sûr. On se sent impliqué dans leur vie, dans le sens où on leur souhaite le meilleur. Mais parfois, souhaiter le meilleur à un enfant, c'est le surprotéger, et c'est vouloir le rendre conforme à l'école, parce qu'on attend de lui qu'il ait des résultats scolaires et qu'il s'adapte au système scolaire, forcément. On attend qu'il soit conforme à nos attentes. Ça aussi, c'est très égoïste. Donc c'est vraiment, mon message de ce soir, c'est de comprendre que plus on va chercher à ce qu'ils soient conformes au monde, conformes à l'idée du parent, plus on va les déformer. Et la fragilité de ces enfants indigos, c'est qu'à la fois, c'est des enfants qui ont une sagesse beaucoup plus forte que les enfants, je vais dire enfants ordinaires, parce que chaque enfant a sa personnalité. Mais c'est des enfants qui sont à la fois très matures d'une certaine façon dans leur façon de percevoir la vie, mais qui ont en même temps, à la même échelle, une fragilité extrême. Donc c'est des enfants dont il faut vraiment prendre vraiment soin, parce que ils sont à la fois comment dire, dans leur mode. Vas-y. Est-ce que tu dis il faut prendre soin, c'est-à-dire être attentionné au final, mais c'est pas justement l'objet de chacun et chaque parent, comme tu disais il y a quelques minutes, de le protéger, de prendre soin, et si on n'en prend pas soin, au final peut-être que lui va prendre une autre direction. Alors c'est des enfants qui sont très connectés au cœur, c'est-à-dire qu'ils ressentent très fortement les intentions, les personnes qui sont pas dans le cœur, ou etc. Donc quand je dis fragile, c'est être très réceptif aux émotions de l'enfant, qu'il puisse exprimer ce qu'il ressent, sa dimension, et surtout être compris. Parce qu'un enfant, quand il naît dans une famille de parents non conscients, va pas comprendre sa différence. Donc il va se sentir anormal. Il va se sentir exclu du système. Mais il suffit d'un élément de la famille qui puisse reconnaître sa différence, de faire par exemple de sa dyslexie une particularité. C'est-à-dire que les enfants dyslexiques, c'est impossible de les faire lire correctement, ou alors ils voient les choses d'une façon générale et ils ne voient pas les choses dans le détail. Donc ils vont ressentir par exemple le ressenti de la maîtresse, l'intention de la maîtresse, mais ils vont pas forcément entendre les instructions de la maîtresse. Ils vont être connectés à l'énergie de la classe. Ils vont être connectés au stress, à la colère. Ils vont être connectés aux sentiments. Mais ils vont pas être concentrés sur le contenu du problème ou sur le. Donc c'est des enfants avec un esprit très 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 ouvert, mais pas forcément dans une capacité de concentration comme les autres élèves.
Donc on se doute bien que dans une classe où on fonctionne, le monde actuel, hein, le système fonctionne encore sur ce monde rationnel, sur ce cerveau droit, hein, qui est le raisonnement pragmatique, etc. Ouais. Si un enfant est cerveau gauche, donc forcément il est connecté aux ressentis, aux ambiances, aux connexions un peu plus subtiles, vous dites bien qu'il est complètement inadapté. Donc c'est vraiment la compréhension de lui expliquer les choses va lui permettre de peut-être développer une particularité créative ou même quand il est reconnu en tant que particulier, l'enfant va tout à fait du coup se sentir beaucoup mieux même dans un contexte qui n'est pas tout à fait adapté. Parce qu'il est évident qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas encore changer complètement le système scolaire. Il est ce qu'il est. Bien sûr. Mais c'est de le faire se connecter à ce qu'il est pour qu'il puisse forcer l'adaptation, en fait, en compréhension qu'il est différent. D'accord. Mais quand on ne sait pas et qu'on est dans le flou, on peut être complètement mis au rencard. C'est souvent le cas des enfants surdoués, d'ailleurs. Ils sont surdoués et finalement, les choses simples, ils ne parviennent pas, ils sont en échec scolaire. Parce qu'ils ont ce fonctionnement de l'esprit beaucoup plus rapide, beaucoup plus précoce. Avancé, ouais. Voilà. Et donc, l'enfant surdoué de la vie, l'enfant indigo, l'enfant nouvelle conscience, c'est de ça dont ça parle. C'est des enfants qui sont connectés naturellement aux idées collectives. C'est des enfants qui sont qui ont une répartie. Et là, je vais prendre des petits exemples, par exemple, pour rentrer dans le concret, hein, pour rentrer dans le concret des choses. J'ai ma petite fille, hein, qui est donc une enfant indigo avec des perceptions élargies de conscience. D'accord. Qui, quand il y a un conflit dans la famille, en l'occurrence quand son frère se fait de temps en temps gronder, elle m'en parle, elle me dit maman, il y a eu de la colère dans la maison. Elle ne juge pas son père, elle ne juge pas. Mais je dis mais ma chérie, au mieux, c'est pas toi qu'on a grondé. Et elle dit mais maman, la colère c'est la colère. On s'en fiche de savoir qui se fait gronder. Il faut la chasser, cette colère. Elle est plus du tout dans cet esprit de jugement, c'est un tel qui a fait ça ou c'est papa qui est en colère. Non, elle a ressenti que l'énergie était là négative et qu'il fallait la chasser. Donc elle se met à prier ou envoyer naturellement des intentions de cœur pour calmer les situations, etc. Ça, on ne le faisait pas à notre âge. Enfin, oui, je ne m'en souviens pas personnellement. Alors j'ai d'autres exemples. Est-ce que je suis allée aux zoos. Tu me demandais où j'étais allée. Non, je suis pas allée aux zoos. Je suis allée à Nausicaa à Boulogne. Ouais. On va faire une petite pub au passage, c'était génial. Salut Nausicaa. Et donc j'ai emmené la cousine de ma fille, donc, qui s'appelle Maya, qui est encore plus petite, qui a 4 ans. Ouais. Et on regardait un spectacle d'Otaries. Et la petite sortit, mais les Otaries sont en prison, là. On ne savait pas trop quoi lui répondre. Mais ils travaillent, on les fait travailler, ils sont en prison. C'est pas bon pour les animaux. Elle n'était pas là à se régaler du spectacle et à profiter. Elle avait conscience que c'était pas juste, que l'animal n'était pas dans son élément naturel, etc. D'accord. J'ai un autre exemple de cette même petite fille qui va à la boucherie avec sa mamie et qui dit à sa mamie, mais mamie, ils sont tous morts les animaux là. Mais mamie, ben non, oui bon, on va acheter de la viande. Oui, mais moi j'en mange pas. C'est des animaux morts. Regarde, mamie, ils sont tous morts. Ah, c'est fou ça. Donc c'est quand même des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Non, c'est et vrai. des exemples comme ça, vraiment, sincèrement, j'ai des réflexions d'enfants qui sont pleines de bon sens. Hein. Mais ils ont, ces enfants, nouvelle conscience, nouvelle terre, ont cette conscience élargie que le système actuel ne fonctionne plus. Ils sont déjà dans ce côté naturel de bon sens, de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a des injustices, ils ont cette perception plus forte au niveau du cœur. Donc c'est pour ça que je dis la fragilité de ces enfants, il faut y faire très attention. Parce qu'ils ressentent très fortement et ils ne comprennent pas le monde actuel. Ça en fait même parfois des enfants complètement inadaptés, donc en souffrance. S'ils ne sont pas dans un contexte familial qui puisse les comprendre et leur expliquer que ces connexions très fortes, c'est une force, mais c'est à la fois une grande sensibilité et qu'il faut canaliser tout ça. Donc si on continue de les conditionner à un système qui ne fonctionne plus... Qui ne correspond pas au final, ouais. En plus, c'est les empêcher de cultiver cette énergie et c'est les mettre dans une fausse direction. En fait, ils s'échappent d'eux-mêmes pour correspondent à une société qui est en plein changement et qui de toute façon n'évoluera plus dans le mode actuel. Donc il faut savoir que c'est des enfants précieux, c'est des guides d'incarnation qu'il faut écouter, mais vraiment écouter avec le cœur. Sortir de temps en temps un petit peu de ces soucis d'adultes, de ces stress, de ces histoires relationnelles, etc. et juste se poser 5 minutes et se dire que peut-être ces petites âmes effectivement ont des choses à dire et des choses à nous transmettre. Parce que même dans la vie de tous les jours, hein, c'est assez impressionnant. Je prends un exemple très qui m'a frappé là dernièrement. J'avais fait une émission sur la pollution psychique. Ouais.
Parce que ma fille écoute mes émissions. Et elle a quel âge ? Elle a 6 ans. D'accord. Et donc je parlais de cette idée de pollution psychique et qu'effectivement les déchets qu'on peut voir à l'extérieur, toute cette pollution environnante, c'était le reflet de notre esprit, de notre façon d'être négatif. Et j'étais dans la voiture et je pestais contre une voiture. Donc ça m'est arrivé, je me suis mis en colère. Tout le monde l'a déjà fait. Et ma fille me regarde, maman, et elle me fait tourner la tête vers un tas de détritus, de poubelles. Elle me dit, regarde maman ce que tu fais. Ok, merci ma fille. Voilà le type de raisonnement que peut avoir un enfant. D'accord. Elle n'a pas forcément conscience de la portée de ce qu'elle dit. Parce que pour elle, c'est naturel. Ces enfants-là ont naturellement cette prédisposition à capter quand on n'est pas dans la justesse du cœur. Surtout quand on n'est pas dans le cœur. Et en général, les enfants, quand ils tombent dans des familles où il y a un petit peu de jugement, un peu de colère, etc., ils leur font l'enfer. C'est les enfants qui réagissent et qui interréagissent et qui sont un peu miroirs de l'ambiance environnante. D'accord. C'est les enfants qui ne vont pas forcément comprendre, qui ressentent, mais si leurs parents ne sont pas ajustés, ça va être des enfants infernaux, qui vont tout casser, qui vont avoir des colères, qui seront parfois violents. Et il y en a de plus en plus au final. Il y en a dans de plus la en société. plus. Ils interréagissent, ils sont tellement sensibles et perméables à l'univers qui les entoure, qui réagissent à leur façon, c'est-à-dire d'une manière émotionnelle Et extrême aussi. extrême. Alors, quelles sont justement les solutions éventuellement pour des familles qui veulent le bien de leur enfant et au final qui leur échappent complètement parce que voilà, ils font des actions qui sont pas, on va dire, dans toute la légalité. On va parler genre de cambriolage ou d'agression, etc. Cette déviation qu'il peut y avoir sur certains... Les conséquences. Voilà, les conséquences. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que les parents, même s'ils ont souhaité que du bien pour leur enfant, prennent cette direction alors que c'était pas du tout ce qu'ils voulaient? Est-ce qu'il y a des solutions pour ça? Alors tu dis la vraie solution. La vraie solution, c'est que les parents travaillent sur eux-mêmes. La vraie solution, c'est que les parents ne déforment pas en fait leur enfant. Ils ont déjà tout. C'est que les parents fassent l'effort de travailler sur leur propre peur, sur leur propre frustration à eux, sur leur enfant intérieur, tout simplement. Leur enfant intérieur blessé, meurtri, parce que peut-être qu'eux aussi ont eu un contexte familial qui les a pas aidés à être dirigés vers cette nature profonde. Donc le service qu'on peut rendre à nos enfants, c'est d'être heureux et de leur donner l'exemple. Et pour être heureux et leur donner l'exemple, c'est faire un gros travail sur soi. Et comprendre qu'on est effectivement pas forcément centré nous-mêmes et qu'on peut pas impunément obliger nos enfants à suivre notre chemin qui n'a pas été bon pour nous. Donc le vrai conseil, c'est d'avoir la conscience qu'on a des choses à régler, parce qu'on a tous des choses à régler, et de faire ce travail, de faire cet effort pour alléger nos enfants. Parce que nos enfants, ce qu'il faut comprendre également, c'est qu'on n'est pas seul à les élever. L'univers est bienveillant pour eux. Ce que j'appelle l'univers, c'est la vie. La vie se charge d'amener à chacun ce qui est bon pour soi. Il n'y a pas trop besoin de diriger les choses, de se dire pour le bien de mon enfant, je me dois d'eux. Non, la vie fait très bien les choses quand on est centré sur sa nature profonde. Donc le vrai conseil, c'est prenez soin de vous, occupez de vos blessures, occupez-vous de vos conflits relationnels, occupez-vous de faire en sorte à ce que votre foyer, là où vous accueillez vos enfants, soit dans un espace pur, de non-émotions non réglées. Voilà comment on peut optimiser, comment on peut donner le plus beau des cadeaux à ses enfants. C'est d'être bien, d'être serein, d'être en paix. Et là, l'enfant évolue, parce que l'enfant, il se sent rassuré pour le coup. Pas rassuré parce qu'il aura plein d'objets matériels et qu'il aura plein de choses pour s'occuper. C'est même pas bon, ça d'ailleurs, c'est même pas bon. Non, mon idée là-dessus, c'est laisser vos enfants s'ennuyer de temps en temps, parce que l'ennui, ça permet d'aller chercher un petit peu plus loin et d'être un peu créatif. Mais voilà, de pas surcompenser en se disant, mon Dieu, mais comment mon enfant va réussir dans la vie? Il faut qu'il réussisse à l'école, il faut que je travaille dur pour qu'il puisse avoir à manger. Non, d'être juste bien, c'est énorme, c'est tout. Et d'ailleurs, parfois, trop se soucier des besoins matériels de ses enfants, c'est lui donner un message inconscient, de lui dire « tu ne seras pas capable de t'en sortir par toi-même, donc moi je vais faire en sorte de travailler beaucoup pour te léguer quelque chose ». Et parfois les héritages, on sait que c'est très néfaste, parce que parfois ça emprisonne un enfant dans sa non-créativité. Parce que dans le système, ça va lui dire « j'ai pas besoin de travailler, j'ai tout ce qu'il me faut ». J'ai tout ce qu'il faut, ouais. Et faire des héritages, que ce soit des bijoux de famille, que ce soit de l'argent, c'est pas très très bon pour les enfants. Faites-leur confiance. Ils ont déjà leur mission en eux. Ils n'ont plus qu'à la retrouver. Plus on leur donnera la possibilité de connecter ça, moins on aura besoin de s'inquiéter pour eux. L'univers se charge de s'occuper d'eux.
et eux-mêmes surtout. Donc quand je dis l'univers, c'est bien la vie, c'est ce cycle de mouvement et de voilà, aidez-les à se connecter à eux-mêmes et à faire ce qu'ils ont à faire, à missionner, parce que là on parle de mission. À mon sens, les âmes qui s'incarnent maintenant, on est tous en mission. Et notre mission, c'est bien de trouver ce joyau à l'intérieur de nous et de pouvoir le répandre. On est là, on est missionnaires de lumière. On est tous maintenant apporteurs de lumière. Et pourquoi le sujet de ce soir des enfants ? Parce que je vous dis, ça arrive en masse maintenant. Tous les enfants qui s'incarnent sont vraiment là pour apporter de la lumière, pour construire ce nouveau monde. Donc, comprenez la préciosité de ces enfants. C'est du cristal, c'est du diamant. Faites attention, soyez à l'écoute. J'espère que tous les gens qui écoutent cette émission prendront conscience de ce que tu dis. Et si vous voulez réagir, vous aussi, un seul numéro de téléphone, même deux, le standard de Galaxy. Vous pouvez passer sur antenne avec nous, 03 20 83 57 57. Si vous voulez faire du direct avec nous, il n'y a aucun souci. Et si vous avez des questions un peu plus discrètes, cette fois-ci, le numéro de Elisabeth Sens par téléphone ou par SMS, 06 62 39 29 03. On fait une courte pause et juste après, retour du débat avec la conversation avec la vie avec Elisabeth Sens qui nous accompagne jusque 20h. Bon, retour un petit peu sur notre débat depuis 19h et sur les enfants indigo. Une chose très intéressante. D'ailleurs, tu nous diras juste après comment on sait finalement qu'on est un enfant indigo ou alors qu'on va les avoir. Je crois que tu vas pouvoir nous apporter quelques éléments de réponse. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as eu quelques réactions éventuellement par SMS ? Oui, je viens d'avoir un très bel appel, très chaleureux. Donc je fais plein de gros bisous à l'auditeur qui a pris son téléphone pour me transmettre ce beau message qui met du baume au cœur, forcément, et qui me donne envie d'en rajouter encore. rajoute, allons-y. On en était resté à comment soutenir ces petits anges venus à notre secours. J'insiste bien là-dessus. Nous sommes bien en panique et ils sont bienvenus à notre secours et pas l'inverse. Donc c'est pour ça que l'instinct de surprotection paternelle ou maternelle, on a bien compris que ça faisait du tort. Laissez-les faire. Alors, petite aussi importance de souligner, écouter ses enfants, être réceptif à leurs demandes. Ok, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des enfants extrêmement intelligents, donc des petits filous aussi. Ils en profitent au final. Ah oui, forcément. Ah, tiens. Alors, il ne faut pas mélanger non plus laxisme, d'accord, avec éducation permissive, qui est pas tout à fait la même chose. Écouter son enfant et lui céder tous ses caprices, c'est pas ça dont je parle. Parce qu'effectivement, les enfants ont besoin de limites, ont besoin effectivement d'être poussés dans leur retranchement et de les mettre dans cet espace donc de sécurité, mais qui n'empiète pas sur notre espace de sécurité. Donc, sans imposer, délimiter les territoires, c'est très important. Parce que je vous dis, comme c'est des enfants très perspicaces, ils sont extrêmement filous et beaucoup plus fins qu'on pouvait l'être nous quand on était plus jeunes. Donc mettre des limites, c'est très important. Pas dans l'autorité, pas dans les punitions, pas dans pas dans quelque chose de dur. Simplement redéfinir ses limites, son espace de vie et l'espace de vie de l'adulte. Ça c'est important. Parce que dans l'éducation permissive, il y a le mot permission. C'est je te permets d'être qui tu es. Donc ça n'a rien à voir. Le laxisme, c'est on ne prend pas le temps, on est fatigué, donc on met un jeu vidéo dans les mains de son enfant pour avoir la paix. Non, c'est pas ça. Donc c'était important d'expliquer que cet enfant en grande sensibilité avait besoin de repères affectifs. Et les repères affectifs, c'est effectivement mettre des limites entre son espace de créativité, d'expression de ce qu'il est, etc., mais qui ne doit pas empiéter sur notre espace. Donc finalement, tout ça, ça se définit en deux mots essentiels: confiance et respect. Voilà. Et le respect, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que l'enfant nous respecte et on respecte l'enfant. Et ces deux mots-clés, déjà, les mettre en conscience, ça donne des beaux résultats. Alors, et la confiance, la confiance en son enfant, c'est vraiment lui donner l'autorisation de compter sur lui-même. La confiance, c'est lui valider le fait qu'il est un être humain qui pense, qui raisonne, qui a des émotions. Ça paraît banal et logique, et pourtant ça l'est pas. Parce que la plupart du temps, on a peur pour eux, on s'inquiète pour eux, on se surinquiète pour eux, on se surinvestit pour eux, on essaie de leur trouver tout un tas d'activités, etc. D'accord. Alors que le but, c'est vraiment de faire confiance à sa capacité de raisonner par lui-même et lui donner tout le temps la possibilité de raisonner par lui-même dans un dialogue et dans une écoute. Très bien.
toute façon, c'est le plus beau cadeau aussi qu'on peut donner, c'est du temps. Il est précieux, le temps. Oui, le temps. Alors, le temps aussi, c'est l'argent. Oh non, quelle horreur. Non. Je rectifie. Il y a deux choses aujourd'hui qui sont beaucoup plus précieuses que l'argent, tu sais, Guillaume. Deux denrées très rares. Tu sais ce que c'est ? C'est le temps. C'est le temps, oui. Et la joie de vivre. Ces deux énergies-là valent tout l'or du monde. On a beau avoir l'argent. Est-ce qu'on peut mettre l'amour aussi dedans ? La joie. La joie, c'est l'amour. D'accord. La joie de vivre, c'est cette espèce d'énergie qu'on a dans le cœur. D'ailleurs, la joie, c'est beaucoup plus fort que l'amour-passion. Parce que souvent, j'explique, c'est un sentiment de plénitude et de joie intérieure. Donc, la joie de vivre, elle est rarissime maintenant dans le monde. Et le temps, il est de plus en plus difficile à trouver. Donc, bien au-delà de l'argent, l'argent s'en fout. On a bien compris maintenant que c'était une énergie. Que c'était une énergie à laquelle il fallait pas s'accrocher, que plus on cherche à en avoir, moins on en a. Tout à fait, oui. C'est pas négatif, parce que l'argent, là, pour faire une petite bifurcation sur cette énergie, c'est pas une mauvaise énergie, l'argent, hein. C'est pas ça, l'argent. C'est ce qu'on en fait. C'est la manière dont on aborde cette énergie d'argent qui est très mauvaise. Parce que l'argent, ça permet de faire des choses. Mais l'idée, c'est de se reconcentrer sur notre créativité, sans se dire est-ce que ça va me faire gagner de l'argent ? Est-ce que voilà, enlever cette notion. D'ailleurs, dans l'éducation des enfants, c'est un thème que je vais aborder jeudi, la créativité. C'est que plus nos enfants seront créatifs, plus ils mettront de la joie et du cœur à faire des choses créatives. Ils vont pas se soucier de savoir si ça va leur rapporter de l'argent. Nous, adultes, on pense comme ça, parce qu'on a peur de manquer, cette insécurité qui plane dans l'air. On met toujours l'argent au premier plan. Ah ben non, je vais pas faire ça, parce que ça me rapporte rien, et si je fais ça, ça va me ramener de l'argent, et j'ai besoin de l'argent. Et on rentre dans cette spirale. Apprendre à ses enfants à cultiver cette créativité en lui, c'est lui faire trouver de la joie à faire les choses sans autre but que d'être en joie. Et ça fera un adulte, tout simplement, qui sera content de faire le choix qu'il aura fait dans la vie, dans son travail. Ça sera un adulte qui sera compétent d'une créativité particulière, et il se souciera pas de savoir si ça fonctionnera, mais en tout cas, il sera heureux de le faire. C'est ça, le nouveau système. Moi, je compte pas le nombre de gratuités par passion de ce que je fais quand j'écris, quand je parle à la radio, quand je me fiche complètement de savoir. Je sais que ça arrivera forcément. Que ça, c'est la loi. Quand on sème de bonnes énergies, quand on met son cœur à faire ce qu'on fait, tôt ou tard, il y a un retour. Il faut même pas s'en soucier, c'est la loi de l'abondance, ça fonctionne comme ça. Donc réapprendre à nos enfants à être créatifs, ça c'est très important. Alors c'est sûr que quand on n'a pas le temps, c'est plus facile de les mettre devant un bol de lait, devant la télé, c'est clair. Avec la console de jeu, et puis voilà, on s'en occupe plus. Ouais, voilà. Donc rendre service à ses enfants, c'est ça. Alors c'est sûr que ça demande du temps, oui. C'est ce moment précieux, mais c'est du temps. Et les familles qui t'écoutent en ce moment, enfin les parents on va dire, et qui n'ont pas de temps justement, parce qu'ils courent à droite à gauche au travail, ils doivent aller chez l'un, chez l'autre, et au final ils n'ont pas forcément beaucoup de temps à accorder à leurs enfants. Alors après c'est une question de choix, Guillaume. Ouais. C'est une question de choix et de priorité. Moi, je veux bien qu'on puisse trouver toutes les raisons possibles pour éviter de prendre ce temps, mais à un moment donné c'est quand même l'essentiel. C'est transmettre ces valeurs et passer ce temps précieux avec ses enfants, parce que ça reste pas petit longtemps, il faut aussi se le mettre dans la tête. Ouais. C'est qu'un enfant, ça reste pas enfant toute sa vie. C'est des moments qu'on peut pas racheter. Une fois que c'est passé, c'est fini. Donc effectivement, si les priorités sont plus à courir après des choses qui sont pas utiles, plutôt que de passer du temps avec ses mômes, ça après, moi j'y peux rien. C'est le choix de la personne. Tout à fait, ouais. Mais bon, la vie, l'essence de la vie, on va pas revenir là-dessus, c'est l'amour. C'est la transmission d'amour, et c'est le sentiment d'avoir accompli en tout cas des choses dans l'amour. Donc je pense pas que les préoccupations sont plus essentielles que celles-là, quoi. Je pense, et j'en suis persuadée. Je suis d'accord aussi avec toi. Donc après c'est une question de choix. Alors après, comment effectivement on peut décrypter un enfant indigo ou un enfant supra-éveillé? Le regard déjà. Juste une petite question, je te coupe. Est-ce que là on parle d'enfants indigo, est-ce qu'il y a d'autres enfants avec une dénomination? Oui, alors
quand je dis un enfant indigo, je généralise, mais il y a toute une petite hiérarchie. Il y a les enfants arc-en-ciel, les enfants diamants, voilà. Okay. Mais ça, à la limite, si les auditeurs font des petites recherches sur Internet déjà avec enfants indigo, il y a des particularités. Par exemple, un enfant arc-en-ciel va percevoir les auras, va avoir des perceptions particulières. Un enfant diamant, ça va être un enfant qui va renvoyer très fort les ombres des gens qui l'entourent. Donc ça, c'est les enfants très dérangeants. Parce qu'il suffit qu'on ait du ressentiment à l'intérieur, l'enfant va devenir ingérable. Parce qu'il va renvoyer avec force là où en est la personne. D'accord. Donc il y a vraiment plusieurs particularités. Je généralise sur cette forme d'enfant plus éveillé, mais il y a des petites particularités. Ouais. D'accord. Alors comment on sait qu'on a un enfant indigo au final? Alors déjà au regard. C'est des enfants qui n'ont pas le regard dans le vague. Est-ce que je suis un enfant indigo? C'est dans leur façon d'être, déjà naturellement. Tu sais, quand tu as des enfants qui enlacent des arbres et qui leur disent je t'aime, déjà tu te dis bon, mon enfant n'est pas fou. Mon enfant perçoit effectivement les énergies vivantes qui ne sont pas forcément humaines, mais un arbre est bien une énergie vivante. Hein. Donc voilà comment on peut déjà percevoir ça. Mais bien évidemment, en tant qu'astrologue, c'est évident que dans un thème astral d'un enfant, on voit effectivement ses prédispositions et sa façon d'aborder la vie et pas son niveau de conscience, parce que sur un thème astrologique, on ne voit pas le niveau de conscience, mais on voit en tout cas s'il va être cerveau gauche, cerveau droit, s'il va être sur un mode d'apprentissage très rationnel, très concret, c'est-à-dire que là, pour le coup, l'enseignement traditionnel va lui convenir. Il va pouvoir apprendre à lire avec une méthode, etc. Et sur le thème de naissance, on va voir la particularité des enfants qui, eux, vont plutôt percevoir par l'émotionnel. D'accord. Donc ça, on peut effectivement voir ça. Il y a aussi un autre aspect qui est très important, et il y a beaucoup d'enfants qui ont cet aspect-là, qui s'appelle avoir la planète Mercure en rétrograde dans son thème. C'est les enfants qui n'auront pas la capacité d'être concentrés et d'appliquer. C'est une forme de dyslexie. Là, c'est très fortement marqué avec le Mercure rétrograde. Ils ne veulent pas accepter l'enseignement. C'est des enfants avec qui l'autorité va poser un gros problème. Parce que ces enfants-là sont déjà préformés pour chercher des nouvelles idées et des nouveaux concepts. Donc comprenez bien que quand on a cet aspect-là, on ne peut pas absorber ce qu'on va nous dire, puisqu'on est déjà en train de construire un nouveau mode de pensée. D'accord. Donc c'est très intéressant, et quand je travaille avec les enfants, je fais beaucoup de thèmes pour les enfants, donc j'interpelle les mamans là-dessus. C'est un enfant qui va beaucoup apprendre par la perception du ressenti. Parce qu'il va découvrir son univers, son monde, la lecture avec un ressenti particulier. Mais il va le reformater pour pouvoir un jour, à l'âge adulte, le reformuler et apporter des idées neuves à l'humanité. Donc c'est vraiment des enfants qu'il faut laisser dans leur bulle, même si on a l'impression qu'ils sont hagards, qu'ils sont ailleurs, qu'ils captent rien, qu'ils sont dissipés, qu'ils n'écoutent pas. Ils sont en train de former en eux des nouvelles façons de réfléchir et de penser. Donc c'est des enfants qui sont vraiment porteurs de lumière et d'idées qui vont avoir une portée sur le monde. Donc tu te rends compte à quel point, quand on ne sait pas ça, on ne comprend pas, on dit notre enfant ne sait pas lire, il est à l'ouest, on le gronde, on le punit, et c'est un carnage. C'est un carnage. Donc voilà, je me bats, même si je ne suis pas dans la bagarre et que je suis plutôt dans l'amour, mais vraiment comprenez la dimension de ce qu'est un enfant. Bon, les enfants actuels, on l'a compris, mais je connais également des adultes aujourd'hui qui sont indigos. Hein, et c'est des adultes d'aujourd'hui qui sont dans cette démarche d'éveil, qui ont des postes clés pour éveiller l'humanité et qui sont porteurs de lumière. Voilà. D'accord, ok. Donc voilà pour le décryptage et il y a toujours possibilité de savoir comment nos enfants fonctionnent. Et c'est vrai que l'astrologie humaniste, l'astrologie en général, permet bien de comprendre le fonctionnement déjà la mission de son enfant pour commencer, hein, et comment il va interagir avec son intellect. D'accord. Et forcément, plus on étudie et plus on comprend comment il va réagir et comment il va apprendre, plus on respecte son mode d'apprentissage. C'est comme s'il était... c'est comme s'il naissait dans une famille en Chine. Et il apprend parfaitement le chinois, et puis du jour au lendemain, on lui parle en français et on voudrait qu'il comprenne tout de suite.
Donc il faut bien s'adapter à sa langue. Adaptation, bien sûr. Voilà. Eh ben, quand on comprend qu'il y a des enfants qui ont une façon particulière d'aborder les choses, plus on respecte cette façon particulière, déjà moins on l'étiquette comme enfant anormal, on lui dit juste bah non, on veut que tu sois vert mais t'es bleu. Donc l'idée c'est vraiment de respecter au maximum la nature de son enfant. Et là où se trouve Mercure, donc c'est vraiment comment on va raisonner avec son intellect. Je vais prendre le cas de mes enfants parce que c'est du vécu. Ils ont tous les deux mes deux enfants ont leur planète Mercure en Cancer. Et c'est clair que c'est des enfants, si on leur gronde dessus ou si on s'énerve, ils se ferment complètement. Par contre, quand on leur dit les choses avec douceur, tout d'un coup tout s'ouvre, ils sont dans l'émotionnel, ils sont compris. Alors quand ils ont des professeurs passionnés ou des professeurs dans l'empathie, ça se passe très bien. Mais si c'est un professeur un peu coupé de ses élèves, ça arrive, hein, ils seront nuls dans cette matière. Ils ont besoin d'un confort affectif pour pouvoir apprendre. A contrario, d'un Mercure en Bélier, par exemple, un mode d'apprentissage Bélier, on peut lui rentrer dedans, il va pouvoir prendre des informations, il n'aura pas ce besoin de sécurité affective pour apprendre. Il sera naturellement, il pourra avoir un professeur complètement froid et glacial. Si le contenu l'intéresse, il n'y a pas de souci, il va prendre. Donc c'est vraiment l'approche astrologique par rapport à ça, par rapport aux qualités particulières et aux façons particulières dont les enfants vont apprendre et ingurgiter, etc. C'est très pertinent. Donc l'astrologie entre autres, et puis leur comportement de tous les jours. Je veux dire, un enfant, quand on perçoit, parce que j'en connais également des enfants qui perçoivent les entités, par exemple. Les entités ? Ah oui. Bah oui, il y a le petit frère qui est à côté de moi, là, il me dit ça. Oh là là, c'est digne d'un film d'épouvante. Non, ben voilà, c'est l'inconnu. Parce qu'on voit ça au cinéma, donc forcément on fait dans la vie de tous les jours. Oui, voilà. Donc c'est toujours difficile à prendre au sérieux au final. Bah oui, parce qu'on est dans ce système cerveau droit, rationnel, concret, ouais. Alors que non, les énergies. Donc il ne faut pas s'étonner par rapport à ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont à l'aise. Justement, c'est bien que tu soulignes ça, parce que les enfants donc indigo, les enfants Nouvelle Terre, sont prédisposés à ne plus avoir ce souci avec la mort. Ils parlent de la mort d'une façon complètement différente. Pour nous, c'est tabou, la mort, c'est triste, c'est l'inconnu, alors que pour eux, la mort, c'est quelque chose de très naturel. On est là, on n'est plus là, mais on est quand même là. Et notamment, j'ai eu un petit incident, donc ma petite fille communique avec un petit frère disparu, et elle a conscience qu'il n'est plus là concrètement, mais qu'il est là. Ouais, elle fait appel à lui, elle lui parle, elle le dessine, etc. Donc ces enfants très éveillés ont aussi réglé ce problème-là. C'est-à-dire qu'ils savent que là-haut c'est comme en bas et qu'il n'y a pas de barrière. Donc voilà comment aussi on peut distinguer un enfant éveillé. C'est qu'il est à l'aise avec ça. C'est assez intéressant ce que tu dis, parce que est-ce que tu lui expliques les choses au final? Alors, parce qu'elle a 6 ans, c'est ça? Oui. Donc tu as dû forcément lui expliquer, avoir un discours assez précis autour de ça, parce que je connais pas, enfin de mon entourage, je connais pas beaucoup d'enfants qui, entre guillemets, peuvent percevoir des entités. Mais c'est peut-être parce qu'on leur laisse pas la possibilité de l'exprimer. Ouais. Moi, je suis à l'aise avec ces énergies, avec tout ça. Donc forcément, pour elle, c'est naturel de m'en parler. Elle saura, par empathie, parce qu'elle me ressent, que ça va pas me choquer. Un enfant qui est dans une famille non consciente va avoir peur de choquer son entourage. Parce qu'il a tellement d'empathie, qu'il ressent que la personne n'est pas prête à entendre. Les enfants s'adaptent. Et le fait d'être réceptif, les enfants sont à l'aise pour en parler. On serait surpris parfois de poser la question à des enfants qui a priori n'auraient pas à parler du sujet. Comme tout d'un coup, on lève le sujet et ça devient facile. Ils dessinent des anges et ils expliquent naturellement que là-haut en bas c'est pareil. Ils parlent d'anges, c'est drôle. D'accord. Et par rapport à ça, j'ai quelque chose qui m'a échappé également. C'était encore un exemple assez... Ah oui, par rapport au dessin que fait ma fille Scarlett. Quand je donne cet exemple qui m'amuse, c'est que j'ai pas forcément toujours envie d'exprimer mon intériorité avec mes enfants. Et là, en l'occurrence, ce jour-là, j'avais envie de pleurer. Je sais pas pourquoi, j'étais pas au top, j'avais vraiment... Et je contenais. Parce que je savais que son papa allait venir la chercher, donc j'allais pouvoir être peinard pour pleurer si j'avais envie de pleurer. Donc je contiens, et ma fille me dit « Attends maman, je veux faire un dessin ». Je dis « Ben non ma puce, t'as pas le temps, papa va arriver ». « Si, je veux faire un dessin ». Je dis « Bon ok ». Elle va sur son petit bureau, elle me fait le dessin. C'était moi, dessiné à l'intérieur d'une maison, remplie d'eau, avec plein de paillettes. Et en partant, elle me dit « Maman, voilà, tu peux pleurer maintenant ». Et elle est partie. Donc c'est pour vraiment expliquer qu'ils ressentent tout.
Ils sont connectés à l'inconscient. D'accord. Voilà, et c'est... Plus on leur donne la possibilité d'exprimer les choses, plus ils vont nous donner. Plus on se ferme à ces idées, à ces concepts, parce qu'on est encore ancien système et qu'on est encore dans nos certitudes, moins ils pourront exprimer. Donc dans le début de l'émission, quand j'expliquais l'importance de pouvoir le mettre à l'aise, qu'il puisse exprimer tout ce qu'il a à dire, c'est les mettre en prédisposition de faire ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire donner les messages. Mais le problème, c'est qu'on n'écoute pas les messages. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, on n'est pas encore prêt, parce qu'on a encore des peurs, parce que pour nous ça paraît complètement dingue, complètement irrationnel, et que c'est pas... Si. Donc mettre un enfant en prédisposition de sécurité émotionnelle, c'est lui permettre d'exprimer naturellement les choses qu'il a à nous dire, tout simplement. Et là, je vais expliquer de manière plus concrète aussi. À la base, on est avec 7 voiles de l'illusion. C'est-à-dire que 7 voiles 7 voiles de l'illusion. D'accord. Et ces 7 voiles de l'illusion, c'est ce qui nous sépare de notre conscience de l'au-delà. C'est-à-dire qu'avant de s'incarner, on a conscience de tout. Au moment où on s'incarne, on a tout oublié. On a 7 voiles de non-vérité. Les enfants qui naissent maintenant, on n'en plus que 2, voire 1. Donc, ils n'ont plus ce travail difficile à faire de prise de conscience, etc. Ils sont équipés naturellement pour œuvrer beaucoup plus vite. Et ça, c'est imparable. Hein. Ça s'est même vérifié. Hein. Là, je parle en tant qu'astrologue et de mon expérience personnelle et de mon expérience au travers de mes consultations. Mais d'ailleurs, je vais donner un livre qui est très important de lire. Et là, c'est une psychothérapeute, c'est une personne qui a voué toute sa vie à l'enfance, qui a une approche scientifique et une approche humaine de son métier. Elle a voué sa vie à ça. Elle s'appelle Marie-Françoise Neveu. Elle a écrit un livre qui rassemble bien toutes ces idées, qui s'appelle Cerveau gauche, cerveau droit. C'est un livre qu'elle a écrit pour ses enfants indigos, justement. Et c'est une personne qui suit les femmes de la conception, toute la grossesse, jusqu'à l'arrivée de l'enfant, qui permet à la maman d'éveiller sa conscience pour se préparer à recevoir son enfant avec une conscience plus élevée. D'accord. C'est une femme admirable, elle a plus de 70 ans, hein, elle fait des conférences partout, et elle explique vraiment bien. Et vous verrez que c'est pas un discours complètement irrationnel, c'est beaucoup de bon sens. Hein. Ça va, on a les enfants qui s'adaptent à l'évolution humaine, tout simplement. Hein. Les enfants qui arrivent maintenant sont un peu en avance. Sont un peu en avance parce que l'auto-vibratoire de cette crise de conscience, qu'on est en plein cœur de cette crise. Donc c'est vraiment des anges qui nous sont parachutés, des petites âmes qui sont là pour missionner et pour aider nous, communs les mortels et un peu abrutis, à sortir de ces certitudes et de ces schémas qui fonctionnent plus. Donc accueillez-les avec beaucoup d'amour et on n'a pas trop de choses à leur apprendre, ces enfants-là. Donc voilà, c'est aussi le message d'aujourd'hui. Bah écoute, je crois que pas mal de gens ont entendu un petit peu ton message et justement appliqueront un petit peu les choses à faire dès ce soir, pourquoi pas. Hein. Quand on rentre à la maison, on a fini de travailler, vous verrez vos enfants certainement sous un autre angle. Hein. tiens, ça va leur faire peur. Ouh là là, ils voient peut-être des entités que moi je ne vois pas. Hein. Un autre petit conseil, et là c'est un dessin animé français qui est une merveille de message d'amour et de compréhension que les enfants sont plus conscients et sont beaucoup plus dans l'ouverture de cœur que les adultes. Ça s'appelle Le Jour des Corneilles. D'accord. Vraiment, regardez-le. Alors, il est passé au cinéma il y a un certain temps, donc il n'est plus à l'affiche, mais vous pouvez le trouver facilement. Et ce film-là, il est vraiment renversant. Ça montre la bêtise dans laquelle on peut être, nous adultes, quand on est dans la colère, quand on est dans le jugement, quand on est dans la non-compréhension de nos émotions. Et qu'un enfant, dans ce dessin animé, cet enfant est d'une pureté absolue. Et il mène son père vers la délivrance et l'ouverture de cœur. Donc c'est vraiment l'enfant qui guide le parent. Donc c'est vrai que c'est inversé. Oui, c'est complètement inversé. C'est complètement inversé. Mais on n'est plus dans cet univers patriarcal. C'est vraiment la crise, c'est le patriarcat qui s'écroule. Tout ça, c'est fini. Donc comprendre et accompagner cette nouvelle façon d'être passe par la compréhension de nos enfants. Donc bien sûr, comme je l'ai dit, s'occuper de nos propres blessures, de nos propres problèmes et laisser nos enfants tranquilles. Ils savent déjà très bien ce qui est bon pour eux, si on leur laisse se connecter à eux-mêmes. Avec un minimum d'encadrement quand même. Oui, c'est ce que je disais. Oui, voilà. Pas de laxisme. De la permission, mais pas de laxisme. Quand un enfant est infernal, on peut le punir. Hein. Mais voilà, c'est vraiment délimité. C'est quand on sent c'est quand on sent qu'on est happé, qu'on a le droit d'être fatigué, on a le droit d'avoir autre chose à faire que de s'occuper de ses enfants. C'est dans le dialogue, l'expliquer, l'enfant le comprend très bien.
C'est donner une structure, c'est pas tout permettre. C'est pas l'enfant roi. Nos enfants sont des dieux et des guides, mais ce sont pas des rois. Parce qu'effectivement, le parent est là pour délimiter son propre territoire. Mais tu sais, en même temps, je dis ça, mais naturellement, un parent épanoui, un parent qui fait ce qu'il aime dans la vie, un parent qui relationnellement et en vérité, c'est-à-dire qu'il vit pas des histoires compliquées ou qui est en phase avec lui-même, envoie naturellement une énergie de respect. Et il n'y a pas trop de conflits et normalement il n'a pas trop de soucis avec ses enfants. Donc comprendre que plus on est épanoui, plus on dégage une énergie positive, naturellement l'enfant le ressent et il n'a pas besoin de faire sentir à son parent qu'il existe parce que le parent aura cette conscience déjà. D'accord. Mais c'est clair que pour en revenir à l'aspect astrologique, comment on peut détecter parfois des petites problématiques liées à un comportement d'enfant. J'ai un exemple, j'ai eu des personnes qui sont venues me voir avec un enfant qui à chaque fois qu'il l'emmène dans des dîners de famille, etc., c'est l'horreur, mais l'horreur. C'est un enfant qui vient pour faire sortir toute la colère et tous les non-dits. Et ça, dans le thème, c'est un Mars rétrograde. Quand je vois un enfant avec un Mars rétrograde, je préviens la famille que ça va être un enfant qui va venir bousculer les non-dits, qui va venir déranger, qui va venir créer des conflits même parfois. En fait, cet enfant-là a pour mission, sans rien faire, il induit ça par son énergie, de faire sortir tous les non-dits de la famille. Et croyez-moi sur parole, je ne vais pas citer de personne, si la personne m'écoute, doit peut-être se reconnaître, mais c'est un enfant on est même gêné de l'amener dans des dîners, parce qu'on sait que sa simple présence va pouvoir générer des conflits. Et alors, est-ce qu'il y a une solution à ça ? Mais la solution, c'est de le laisser tranquille ? Non. La solution, c'est de comprendre qu'on a de la colère en nous, et que c'est pas la peine de condamner l'enfant, ou de l'engueuler, ou de le juger, c'est que simplement prendre conscience qu'on est blindé de colère à l'intérieur. Parce que l'enfant Mars rétrograde, il va pas agir sur quelqu'un qui est en paix avec lui. Il va agir sur quelqu'un qui a du ressentiment à l'intérieur. Donc comment faire ? Voilà, la conscience. C'est toujours la conscience qui règle le problème. Un adulte qui tout d'un coup pète un plomb de colère parce que l'enfant est présent, c'est se dire waouh, mais qu'est-ce que j'ai à l'intérieur pour me comporter de cette façon. Donc effectivement, la conscience est essentielle. C'est la seule solution. Et l'enfant aura fait sa mission. Il aura compris, il aura fait ce qu'il a à faire. Alors même si l'enfant n'est pas conscient de ce qu'il fait, il est là pour ça. D'accord. Pour amener aux parents ou aux grands-parents à comprendre qu'il y avait peut-être des casseroles passées à régler. C'est des non-dits dans les familles, il y en a souvent. Oui, bien sûr. Des conflits, des cachotteries, etc. Et qu'on laisse dans notre inconscient et on fait genre tout va bien. C'est-à-dire le repas de Noël, on est gentil, on est poli, mais on a tous des casseroles derrière. Et l'enfant, ça le perçoit, les casseroles. Il perçoit les problèmes de couple, il perçoit les problèmes de communication. Et forcément, l'enfant, par sa simple présence, va faire monter la pression et ça va finir en pugilat. Et ça, c'est vraiment vrai. Donc, c'est pas complètement abstrait. C'est réel. Et ça, on peut le voir avec un Mars rétrograde dans le thème. Tout comme un enfant qui a la planète Saturne dans son thème rétrograde, c'est un petit peu comme un Mercure rétrograde. L'autorité, le père, va forcément être dérangeant. Ça va être un enfant qui ne pourra pas accepter l'autorité du père. C'est un enfant qui ne pourra accepter aucune structure extérieure. C'est un enfant qui a pour mission de trouver son maître intérieur, son père intérieur. Donc le père réel dans la vie de ses enfants, il est forcément pas correct ou pas adapté aux demandes de l'enfant. D'accord. Et ça, j'ai vu ça aussi donc avec ma pratique. Ouais. C'est les personnes qui se disent ah oui, mais mon père m'a jamais dit ça, m'a jamais fait ça, m'a jamais aidé. Je lui dis mais rassurez-vous, dès votre naissance, c'était prévu comme ça déjà. Donc pardonnez ce que vous avez à pardonner à votre père, il n'y peut rien le pauvre. Vous auriez pu être né dans une autre famille, vous auriez eu le même problème. Donc déjà, ça aide à accéder au pardon. C'est-à-dire que cet enfant-là, il se rend compte que son père n'y pouvait rien, que c'était sa mission de vie de se construire une sécurité intérieure et une structure intérieure. Donc son père ne pouvait pas être là pour lui apporter. Donc quand on sait ça, voilà pourquoi l'outil astral peut être pertinent et faire gagner beaucoup de temps. On accède au pardon, à l'acceptation du contexte dans lequel on est et on peut cheminer. Donc c'est sûr qu'un parent conscient du thème de son enfant peut appréhender les choses avec beaucoup plus de compréhension et moins de conflits, moins de dualité, etc. D'accord. Voilà.
Bon, est-ce que tu as un petit dernier mot pour la conclusion? Parce qu'on déborde un petit peu. Déjà 8h02. Wow. On déborde un petit peu. Est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter éventuellement, un petit message aux gens qui nous écoutent? Bah alors, un petit message, petit rappel que j'ai certainement, parce que je me souviens même plus de tout ce que j'ai dit. Ouais. Le message final, guérissez votre enfant intérieur. Prenez exemple de cette joie spontanée que votre enfant peut véhiculer quand il est dans un bon contexte. Et sachez que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Donc si on veut un monde meilleur, prenez soin de vos enfants. Voilà. Quel mot de fin. Magnifique. Merci Elisabeth, on te retrouve Merci à toi. dans 15 jours ici, dans les studios de la radio. Et puis on te retrouve bien sûr dans ta rubrique avec Stéphane Laroche tous les jeudis matins à partir de 10h. Et cette semaine, ce sera... La créativité. Voilà, je vais développer le sujet. Bien voilà, donc rendez-vous est pris jeudi matin à 10h avec Elisabeth Sens. Merci encore et passe une bonne semaine. Bye. Bye. Allez, tout de suite vous retrouvez Nicolas pour l'émission Trip in Progress. Enfin Trip in Progress, c'est même Deep Progress tout simplement.